Bien, bonjour tout le monde, c'est Mot du vendredi. Aujourd'hui, je vais vous faire un mot du vendredi un peu différent parce que comme c'est la fin de l'année et comme la fin d'une année bien particulière, celle de 2020 où nos voyages, nos déplacements ont été limités, une année qui a changé un peu nos vies, j'avais le goût de vous lire un conte de Noël qui parle justement de voyage. Et ce conte de Noël-là, c'est un conte qui vient du répertoire québécois. Et aujourd'hui, je vais vous lire le conte de la Chasse-Galerie. Et comme ces contes-là, il y en a plusieurs versions. La version que je vais vous lire aujourd'hui, elle a été écrite ou inspirée des écrits de Honoré Mercier, un ancien premier ministre du Canada, qui aurait écrit ce texte-là vers l'an 1900. Donc aujourd'hui, le conte de la Chasse-Galerie. Partout au Québec, au milieu du 19e siècle, l'industrie du bois battait son plein. Dès qu'ils savaient tenir une hache, les hommes vaillants partaient au chantier après les récoltes, où ils abattaient les arbres jusqu'à la fonte des neiges. Vivant dans les cabanes rudimentaires, les bûcherons trimaient dur et s'ennuyaient terriblement de leurs femmes et de leurs blondes, surtout dans le temps des fêtes. Cette histoire de chantier est la plus célèbre du Québec et compte de nombreuses versions. Elle est ici racontée par le cook, le cuisinier, qui était le personnage le plus estimé des chantiers de coupe du bois. En plus de préparer les repas, c'était presque toujours un conteur expérimenté et il savait meubler les longues soirées d'ennui. Ainsi se raconte la légende de la Chasse-Galerie. Dans le chantier, en haut de la Gatineau, on était à veille du jour de l'an. La saison avait été dure et la neige atteignait la hauteur des toits de la cabane. J'avais terminé de bonne heure les préparatifs du repas du lendemain et je prenais un petit coup avec les gars, car pour fêter l'arrivée du nouvel an, le contremaître nous avait offert un petit tonneau de rhum. J'en avais bien lapé une douzaine de petits gobelets et j'avoue franchement, la tête me tournait. En attendant de fêter la fin de l'année avec les autres, je décidai de faire un petit somme. Je dormais donc depuis un bon moment lorsque je me suis senti secoué par le chef des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit « Hey Joe, les chums sont partis voir les gars du chantier de voisin. Moi, je m'en vais à Lavaltrie voir ma blonde. Veux-tu venir avec moi? » À Lavaltrie? T'es-tu fou? Lavaltrie, c'est à plus de 100 lieues. Ça nous prendrait près d'un mois pour faire le chemin à pied ou en traîneau à cheval. Ah, c'est pas ça pantoute, dit Baptiste. On va faire le voyage en canot dans les airs. Et demain matin, on sera de retour au chantier. Ah, je venais de comprendre. Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. Ah, ma belle Lise, je la voyais en rêve avec ses beaux cheveux noirs et ses lèvres rouges. Il est bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché à cette époque-là, mais risquer de vendre mon âme au diable, c'était trop fort pour moi. Mais Baptiste Durand s'impatientait. Ah, il nous faut un nom de père. On est déjà 7 à partir. Et tu seras le 8e. Fais ça vite. Il n'y a pas de minute à perdre. Les avirons sont prêts et les hommes attendent dehors. Je me laissais entraîner hors de la cabane et je vis en effet 6 de nos hommes qui nous attendaient. L'aviron en main. Le grand canot d'écorce était sur la neige dans une clairière. Avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais assis devant, l'aviron pendant sur le plat-bord en attendant le signal du départ. D'une voix vibrante, Baptiste lança. Répétez après moi. Et tous les 7 nous répétâmes. Satan, roi des enfers, nous te promettons de livrer nos âmes. Si d'ici 6 heures, nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre le bon Dieu, et que nous ne touchons pas à une croix dans le voyage. À cette condition, tu nous transporteras à travers les airs au lieu où nous voulons aller et tu nous mèneras de même au chantier. Acabri, acabra, acabram. Fais-nous voyager par-dessus les montagnes. À peine avions-nous prononcé les dernières paroles que le canot s'élevait dans les airs. Le froid de là-haut givrait nos moustaches et colorait le nez en rouge. La lune était pleine et illuminait le ciel. On commençait à voir la forêt représentée comme des bouquets de grands pins noirs. Puis on vit une éclaircie. C'était la Gatineau dont la surface glacée et polie étincelait au-dessus de nous comme un immense miroir.
Puis, petit à petit, on commençait à distinguer les lumières dans les maisons, les clochers d'église qui reluisaient comme des baïonnettes de soldats. Et nous filions toujours, comme tous les diables, passant au-dessus des villages, des forêts, des rivières, laissant derrière nous comme une traînée d'étincelles. C'est Baptiste qui gouvernait, car il connaissait la route, puisqu'il avait fait un tel voyage déjà. Bientôt, la rivière des Outaouais nous servit de guide pour descendre jusqu'au lac des Deux Montagnes. Les gens de la place nous regardaient passer et on continuait de filer dans les airs. Bientôt, nous fûmes en vue des deux grands clochers de la Valtrie qui dominaient le vert au sommet des grands pins. « Attention !» cria Baptiste. « Nous allons atterrir sur le champ de mon parrain, Jean-Jean Gabriel. Et nous irons ensuite à pied aller pour surprendre nos connaissances dans quelques fricots ou quelques danses du voisinage. » 5 minutes plus tard, le canot reposait dans la neige à l'entrée du bois et nous partîmes toutes les 8 à la file juste pour nous rendre au village. Ce n'était pas une mince besogne parce qu'il n'y avait pas de chemin battu et nous avons de la neige jusqu'au califourchon. Baptiste alla frapper à la porte de son parrain. Il trouva qu'une fille engagée qui lui dit que les gars et les filles de la paroisse c'était chez Baptiste Auger, à la Petite Misère, de l'autre côté du fleuve, là où il y avait un rigodon du jour de l'an. Allons au rigodon chez Baptiste. On est sûr d'y rencontrer nos blondes. Et nous retournâmes en canon, tout en nous mettant mutuellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles. Il ne fallait pas prononcer le nom de nos maîtres et de prendre un coup de trop parce qu'il fallait reprendre la route du chantier et nous devions arriver avant 6 heures du matin. Sinon, nous étions flambés comme des carcajous et le diable nous apporterait au fond des enfers. Acabri, acabra, cabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes, cria de nouveau Baptiste. Et nous voilà repartis pour la Petite Misère, en naviguant en l'air, comme des renégats que nous étions tous. En 2 tours d'aviron, nous avions traversé le fleuve, nous étions chez Balisette Auger, dont la maison était toute éliminée. On attendait les sons du violon, les éclats de rire et les danseurs, dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres couvertes de givre. On cacha le canot, on courut vers la maison. Baptiste nous arrêta pour dire « Les chums, attention! Attention à vos paroles! On prononce pas le nom de nos maîtres. Dansons, mais pas un verre de Jamaïque ou de bière de trop. Vous m'entendez? Au premier signe, suivez-moi tous. Il faudra repartir sans attirer l'attention. » Suite à nos coups sur la porte, le père de la Balisette lui-même vit ouvrir. Et nous reçoit bras ouverts, nous fait masser les questions. Ben, d'où c'est que vous venez? N'êtes-vous pas au chantier? Mais Baptiste Durand, tout à court au discours, laissez-nous décapoter, puis ensuite, laissez-nous danser. Nous en sommes venus exprès pour ça. Demain matin, nous répondrons à toutes vos questions. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Il dit toi mon journaliste avec ton sensationnalisme. Et puis toutes tes censures embarque dans ma voiture. Et puis toutes tes censures embarque dans ma voiture. Oh le dimanche l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Il dit toi mon PDG, tu méprises tes employés avec toutes tes fermetures. Moi, j'ai pas eu besoin d'un coup d'œil pour trouver ma Lise parmi les autres filles du canton. Elle se faisait courtiser par un nommé Boisjoli de la Noret. Mais je vis bien qu'elle ne m'avait pas vu. Elle m'accordait la prochaine danse avec un sourire, ce qui me fit oublier que j'avais risqué tout mon salut d'âme juste pour avoir le plaisir de me trémousser à côté. Pendant 2 heures de temps, la danse n'attendait pas l'autre. Ce n'est pas pour me vanter, mais je vous dis qu'il n'y avait pas mon pareil à 10 lieues à la ronde pour la gigue simple. Mes camarades, de leur côté, s'amusaient comme des lurons. Du coin de l'œil, j'avais aperçu Baptiste s'envoyer des gobelets de whisky blanc dans le gosier, mais il n'y avait pas prêté attention tant que j'étais heureux de danser. Puis à 4 heures, sonnèrent la pendule. Les uns après les autres, il fallait sortir de la maison sans attirer le regard, ce qui réalisait sans trop de mal. Mais rendu dehors, on s'aperçut que Baptiste Durand avait pris un coup de trop et qui était sous.
et qui avait du mal à se tenir debout. On n'était pas rassuré car c'était lui qui gouvernait. La lune avait disparu et le ciel n'était pas aussi clair qu'auparavant. Mais c'est sans crainte que je me mis à la place à l'avant du canot, bien décidé à avoir l'œil sur la route que nous allions suivre. On lançait la formule. Acabri, acabra, acagraba, acabram. Acacabram. Fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Et nous revoilà à toute vitesse. Mais il devint évident que notre pilote avait plus la main aussi sûre. Le canot décrivait des zigzags inquiétants. Il frôla les clochers. Et sur le bord d'une croix, un de nous cria à Baptiste, à droite, faut pas toucher le clocher. Tu vas nous envoyer chez le diable si tu ne gouvernes pas mieux. Et Baptiste fit tourner le canot à droite et mit le cap sur Montréal, que nous apercevions déjà dans le lointain. Et le voyage fut très mouvementé à cause de Baptiste qui lançait des jurons en s'endormant. Mais on finit par apercevoir le long serpent blanc de la Gatineau. Fallait piquer vers le nord, vers le chantier. Nous en étions qu'à quelques lieues quand voilà pas que cet animal de Baptiste se leva tout droit dans le canot, lâchant un juron qui me fit frémir jusqu'à la racine des cheveux. Impossible de le maîtriser dans le canot sans courir le risque de faire tomber d'une hauteur de 85 pieds. Il se mit à bouger, à gesticuler en menaçant avec son aviron à tout coup. Le canot heurta la tête d'un gros pin et nous voilà tous précipités en bas. Dégringolant de branche en branche, comme des perdrix se trouvent juchés dans les épinates. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à descendre, car j'ai perdu connaissance avant d'arriver, et mon dernier souvenir était celui d'un homme qui rêve, qui tombe dans un puits sans fond. Vers 8 heures le matin, je m'éveillais dans mon lit, dans la cabane où on m'avait transporté, où les bûcherons m'avaient trouvé dans la neige. Personne n'était blessé, on avait tous des écorchures sur les mains et dans la figure, mais le principal, c'est que le diable nous avait pas tous emportés et que nous étions tous sains et saufs. Même le vieux Baptiste, un peu la gueule de bois qui s'est réveillé la main. Tout ce que je peux vous dire, mes amis, c'est que c'est pas si drôle qu'on pense d'aller voir sa blonde en canot d'écorce. En plein cœur de l'hiver, en courant la chasse-galerie. Surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous m'en croyez pas, vous attendrez à l'été prochain pour aller embrasser vos petits cœurs, sans courir le risque de voyager aux dépens du diable. Et surtout, sachez-le, la Lise, ma blonde, elle finit par épouser le bois joli de la Norée, la bougresse. Donc, je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes, une belle nouvelle année et, écoute, plein de voyages et peut-être un peu en canot d'écorce. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye. La caisse au milieu et les ministres, tout touché haut, touché bas, touché bas, touché maman veut pas filer les gardes, ça repart.